Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis, Frédéric et moi, de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde ici. Cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui maintenant dure depuis un certain nombre d'années entre Sorbonne Université et le théâtre de l'Odéon, et qui consiste à aborder un spectacle de la programmation d'Odéon, en l'occurrence aujourd'hui l'esthétique de la résistance de Sylvain Creusot, à partir d'un contrepoint genré. Donc on introduit les questions de genre, on verra que je jouer aussi sur les différents sens du mot genre, ce soir. On introduit donc des questions de genre à partir du spectacle. Alors, et on croise, c'est le principe aussi de ces séances, on croise des regards de spécialistes qui viennent de champs disciplinaires différents. Donc, avant de vous présenter les spécialistes d'aujourd'hui, je voudrais simplement dire un mot de bienvenue et de remerciement à Claire Martin, qui nous a rejoints à partir de cette séance et pendant le temps de l'absence de Mathilde Deveau, qui est chef de projet enseignement supérieur ici à l'Odéon et grande chef organisatrice. Toutes les questions d'organisation et de logistique, elle les résout ici. Et puis, alors comme d'habitude, merci à Chloé Lignot qui est à la captation vidéo de la séance. Et merci aussi à Gaëlle Schlatter, qui est en amont et qui s'occupe de la billetterie et de la gestion des inscriptions. Donc, aujourd'hui, on a la chance et le grand plaisir d'accueillir pour cette table ronde qu'on a intitulée « Genre de résistance ». Je vais commencer par lui, puisqu'il me fait l'honneur d'être là aujourd'hui, Arthur Igual, qui est acteur dans le spectacle, où il tient plusieurs rôles différents, en tout cas le père du narrateur, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, Bertolt Brecht, et puis Kurt Schumacher. Avec lui, donc merci d'être là ce soir, avec lui Claire Andrieux, professeure émérite à Sciences Po, historienne, grande spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire de la résistance, avec un commentaire. Guillaume Rosner, je suis l'ordre dans lequel c'est passé, qui est lui germaniste, notre collègue à la Sorbonne, et spécialiste de l'œuvre de Peter Weiss, dont le roman L'esthétique de la résistance a été adapté par Sylvain Creusot. Et puis Catherine Lacour-Astol, qui elle est spécialiste de la résistance, mais plus particulièrement des femmes dans la résistance, et qui est particulièrement soucieuse de questions de transmission, puisque vous êtes inspectrice dans l'enseignement secondaire. Voilà. Donc merci à tous les quatre, grand merci réitéré. Et je vous précise très brièvement la façon dont va se dérouler notre table ronde. 3 grands temps de questions au cours desquels, au cours de ces temps, nous interrogerons, nous poserons une question à chacun de nos intervenants pour vous laisser ensuite, à la fin, le temps de poser un certain nombre de questions à nos invités. Le premier temps, on se consacrera aux acteurs et actrices de la résistance antifasciste et anti-nazie en Europe, donc l'action dans la résistance. Dans un deuxième temps, on abordera les questions d'art et de genre, double sens de sexué et esthétique dans la résistance. Puis dans un dernier temps, on abordera plus spécifiquement la question de l'invisibilisation puis de la réhabilitation des femmes dans la résistance. Voilà. Mais comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà venus à nos séances de consentement, comme d'habitude, on commence par vous mettre en bouche, on commence par une accroche visuelle, un tout petit montage, au cours duquel vous allez voir
D'abord, dans un premier temps, Sylvain Creusevaux qui présente le sujet de l'esthétique de la résistance. Ensuite, une très brève, et schématique, mais très brève, mais présentation néanmoins d'une artiste des avant-gardes qui a aussi été un membre actif dans la résistance et qui est Claude Cahun. Et puis, dans un troisième temps, la présentation tout aussi brève d'une femme conservatrice de musée d'art et active dans la résistance, Rose Valland. Dans l'esthétique de la résistance, il va raconter l'histoire d'un jeune homme de 20 ans de 1937 à 1945. Un jeune Allemand, ouvrier, juif, communiste. Ça fait beaucoup à Berlin en 1937. On va suivre son itinérance, on va suivre son errance, on va suivre son exil, on va suivre son combat, sa résistance entre 37 et 45. On va suivre ce jeune homme à Berlin, puis il va s'engager dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, puis à la démobilisation des brigades, il va passer par Paris fin 1938, les accords de Munich, puis il va se retrouver en Suède avec les milieux clandestins antifascistes allemands. On est donc du côté de la résistance allemande à l'antifascisme, dans le monde ouvrier, dans le monde clandestin, dans le monde d'exil. Et toute l'histoire de ce jeune homme et de ses camarades, ils vont rencontrer des gens, est regardée par un biais sublime qui est qu'il va construire une sorte d'histoire de l'art de la résistance. Lui, c'est un jeune ouvrier, les déterminismes sociaux ne lui permettent pas d'avoir acquis une éducation, de pouvoir profiter des biens culturels de son époque. Il va, en autodidacte, construire une sorte de contre-autodafé. C'est comme si vous voulez, à l'autodafé répond l'esthétique de la résistance. À la proclamation par les nazis de l'art dégénéré est répondu Guernica de Picasso. Une arche contre le fascisme par le biais de l'art. Je te présente une personne non-binaire, artiste, juive, résistante et lesbienne. Cette personne, c'est Claude Cahun, né à Nantes en 1894. On connaît surtout Claude pour son travail avant-gardiste en photographie et son engagement politique et artistique. Après avoir étudié les sciences politiques et la sociologie, Yael adopte le pseudonyme de Claude Cahun en référence à son identité de genre fluide. À l'époque, Yael se définit comme lesbienne et partage sa vie avec Suzanne Malherbe, aussi connue sous le nom de Marcel Moore. Dans son autobiographie, Yael déclare « Masculin, féminin, cela dépend de la situation. Neutre est le seul genre qui me convient toujours. » Dans ses photographies, Claude remet en question les normes de genre, d'identité et de sexualité de l'époque en utilisant des déguisements, masques et mises en scène pour explorer la fluidité de l'identité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude et Suzanne, de confession juive, rejoignent la résistance et militent activement, étant même arrêtés par les forces d'occupation nazies. Aujourd'hui, Claude Cahun est une personnalité saluée comme une figure majeure de l'art avant-gardiste et queer. Rose Valland, une vie passée dans la discrétion et une histoire que l'histoire aurait pu oublier. 1939, la France est en guerre. Rose Valland est attachée de conservation au musée du Jeu de Paume à Paris. La jeune femme a reçu pour mission du directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, de mettre à l'abri les collections menacées par l'ennemi. Quand en 1940, le musée du Jeu de Paume devient l'entrepôt des œuvres spoliées aux familles juives, Rose Valland ne supporte pas ce pillage. C'est la visite d'Hermann Göring, un des plus importants dignitaires nazis et amateurs d'art, qui scelle son destin. Hermann Göring, impressionné devant l'exposition qu'on lui a présentée avec les œuvres spoliées des collections privées, va faire de façon tout à fait impudente son marché et Rose Valland va noter qu'il va partir dans le train du Reichsmarschall, le train privé, que ses œuvres vont rejoindre l'Allemagne. Donc elle est véritablement choquée, elle est très attachée au patrimoine national français, sa mission est bien sûr de le conserver. D'une discrétion absolue, Rose Valland parvient à se faire accepter de l'état-major allemand, à qui elle cache sa parfaite maîtrise de la langue. Jour après jour, elle agit en espionne, retient et note sur de petits carnets tout ce qu'elle peut pour retrouver un jour ses œuvres d'art. Voilà
le paysage campé et nous allons maintenant dérouler un ensemble de questions auxquelles nos invités vont répondre chaque fois de manière assez brève. Et nous allons commencer par un premier volet, Anne le disait, intitulé « Acteurs et actrices de la résistance antifasciste et anti-nazie en Europe ». Alors je vais me tourner vers nos invités, l'une après l'autre, pour leur poser des questions qu'ils ont eu le temps de préparer un petit peu, mais qui vont laisser toute la place à la spontanéité. Et nous n'oublions pas que nous laisserons au moins un quart d'heure après à l'assistance pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je me tourne d'abord vers Claire Andrieux, qui est sur votre extrême gauche, je puis dire, et à laquelle nous avons pensé que nous allons d'abord poser une question très simple. Qu'appelle-t-on résistance? Quelles sont les modalités de la résistance? Peut-on parler de résistance au pluriel? Faut-il toujours parler de résistance avec un R majuscule? Etc. etc. Donc, question très simple et en même temps redoutable pour commencer. Oui, parce que le sens du mot résistance a évolué depuis 1940. Ce mot n'est pas le même, n'a pas le même sens. Le mot apparaît en fait en 40, en effet, et il apparaît en plusieurs endroits. Il apparaît notamment du côté d'Aix, où une femme internée remarque que le mot résistance est déjà employé par les protestants au début du XVIIe siècle, pendant la persécution des protestants. Donc, c'est un mot qui naît en plusieurs endroits, et comme réalité sociale, il y a deux acceptions. L'acception la plus connue aujourd'hui, mais c'est en train d'évoluer, c'est la résistance avec un grand R, et ça désigne l'ensemble des organisations qui ont effectivement opposé une résistance armée ou non à l'occupant, et ou pas, et ou au régime de Vichy, ça dépend. Mais à l'occupant, de toute façon, la résistance se définit par rapport à l'occupant. Et ces organisations s'unifient de par une volonté double, par la base, il y a une volonté d'union nationale très forte, et aussi par le haut, c'est-à-dire par la France libre et le général de Gaulle, qui tiennent à ce que la résistance soit unifiée pour symboliser l'unité française et l'existence d'une France qui, il faut bien le dire, en 42-43 est éclatée en 4 morceaux. Il y a une capitale à Paris, c'est les Paris allemands, il y a Vichy, capitale vichiste. Il y a Alger, où pendant quelques mois, il y a un gouvernement pro-américain, mais qui conserve une partie de la législation de Vichy, avec le général Giraud. Et puis il y a Londres, avec le général de Gaulle. Donc la France était en voie de disparition, en tout cas divisée par 4. L'unité nationale, c'est une volonté absolument générale, et la résistance s'unifie sur cette base. Et c'est ce qui fait l'exceptionnalité de la résistance française en Europe. La résistance française est la seule résistance qui a réussi à s'unifier, toutes les familles politiques confondues, et tous les réseaux, mouvements, etc., ensemble. La seule comparaison possible, on peut la faire avec la Pologne, où la résistance a été intense, mais en Pologne, le clivage communiste-non communiste n'a pas été surmonté, pour des raisons évidentes, parce que la proximité de l'URSS rendait ce clivage extrêmement virulent, et même ces deux moitiés de résistance se sont plus ou moins fait la guerre entre elles par moments. Donc, résistance unifiée, c'est pourquoi il y a un grand R, puisque c'est une entité, c'est presque une abstraction. Mais, en même temps, il y avait toutes sortes de formes de résistance qui n'ont pas été directement appelées la résistance après la guerre, et même encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les historiens mettent de plus en plus en avant cette résistance informelle, le plus souvent non violente, mais pas toujours, est très répandue. Et comment on le voit? Alors il y a plusieurs exemples. Il y a d'abord, par exemple, l'aide apportée par la population aux juifs persécutés à partir du moment où il était question de rafle. Il y a l'aide apportée par la population, là aussi en général, aux soldats et aviateurs alliés qui étaient poursuivis par les Allemands.
Et là, l'aide est générale. Il y a toujours des exceptions, mais statistiquement, elle est générale. Et il y a l'aide apportée, on en parle un peu parce que ça n'a pas été encore étudié, mais à tous ces peut-être 200 000 jeunes convoqués au STO qui ont refusé de partir travailler en Allemagne et qui ont été cachés par leur famille ou cachés dans les maquis. Et il y a donc une série d'actions qui sont plus difficiles à connaître parce qu'elles sont diffuses, elles ne sont pas organisées, ou elles le deviennent mais seulement à la fin de la guerre. Et maintenant, c'est à cette partie-là de la résistance qu'on s'intéresse. Et je voudrais terminer en disant que cette partie de la résistance qui n'est pas en général présentée avec un grand R, était connue de la résistance avec un grand R. Et que c'était ce terreau, en fait, ça constituait le terreau qui permettait aux résistants organisés de survivre. Et d'une certaine façon, et surtout à la fin de la guerre, la résistance vivait en France comme un poisson dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao parlant de l'armée de la libération du peuple qui devait être dans la population comme un poisson dans l'eau. C'est le cas de la résistance avec un grand R. C'est important parce que c'est pour cette raison, je crois, que après la guerre, et encore aujourd'hui, mais des résistants, il ne reste presque plus aujourd'hui, ces résistants ont pensé que toute la France résistait. Parce qu'ils avaient cette fréquentation d'une population largement favorable à leur égard. Et ce sentiment a été perdu, en fait, parce qu'il y a des phases dans l'histoire. Des années 70 aux années presque 2000, ce sentiment a été perdu assez largement. Et on a vécu, et je pense que beaucoup d'entre vous ici ont vécu avec l'idée que, au contraire, la France était plutôt un pays collaborateur. Donc je crois de cette façon avoir expliqué un peu les différentes perceptions de la résistance avec un grand R ou sans grand R. Il y a un historien qui a créé une très bonne formule pour parler de des résistances avec un petit R, c'est Pierre Laborie qui a créé cette expression, la France du non-consentement, qui ne consent pas, et si l'occasion s'en présente, ça déclenche un acte de résistance. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers l'autre spécialiste de Peter Weiss. Donc, vous vous souvenez que le roman est à l'origine du spectacle de Sylvain Creusot, pour lui demander si l'auteur du roman qui a donné la pièce, l'adaptation de la pièce, était lui-même concerné par la résistance à plusieurs titres au fascisme ou au nazisme, et si, puisqu'il se revendiquait comme résistant lui-même, quelles ont été les modalités de sa résistance, si elle a existé? Alors, comme vous le dites, c'est un roman, et la réponse à votre question est très simple, non. Peter Weiss n'a jamais été engagé dans la résistance au nazisme. Son parcours diffère en fait de celui qui prête à son narrateur. Donc il y a un personnage dans la pièce aussi, parce que vous avez fait ce choix, que je veux saluer d'avoir dédoublé un acteur jouant Peter Weiss, Vladislav Gala, et un acteur jouant le narrateur, Gabriel Damani. Donc il y a une différence. Il n'est jamais combattu en Espagne, il n'a été membre d'aucun parti, du moins dans les années 70. Il ne vient pas d'un milieu prolétaire. En fait, Peter Weiss est né en 1916 près de Berlin. C'est le fils d'un directeur d'usine textile et d'une ex-actrice. Son père est d'origine slovaque. Il a combattu dans l'armée austro-hongroise. Il est devenu citoyen tchécoslovaque. Il a été blessé. Il est juif, ce que Weiss n'apprend en fait que très tardivement. Et si la famille quitte Berlin en 1934, c'est un exil non précipité, un exil préparé, donc privilégié. Son père prend en fait la direction de filiale de l'entreprise dans laquelle il travaillait, donc d'abord à Londres, jusqu'en 1937, puis ensuite en Bohême. Donc Peter Weiss grandit dans un milieu bourgeois, étouffant, mais où il peut néanmoins s'épanouir artistiquement. Il commence très jeune à peindre, il va aussi commencer à écrire. Son grand mentor, son maître dans sa jeunesse, c'est Hermann Hesse, qui a été voir en Suisse, donc l'auteur du Loup des steppes ou de Siddhartha. Alors en 1939, donc les nazis envahissent la Tchécoslovaquie, ses parents transfèrent la famille en Suède. Peter Weiss les suit et il va rester citoyen suédois pendant toute sa vie, c'est-à-dire 1940 à 1982. Il ne se réinstallera pas en Allemagne, alors qu'il a vécu à Berlin avant 1933. Il n'a d'ailleurs jamais eu le passeport allemand, donc sans strict, ce n'est pas un écrivain allemand.
Weiss a raconté tout ça dans une autofiction parue début des années 60, donc Adieu aux parents et Point de fuite, qui a été traduite en français par un germaniste que vous connaissez peut-être mieux comme théoricien, Jean Baudrillard, des années 60. Donc c'est une libération individuelle, un roman de formation d'artiste, d'éveil à la sexualité, à l'art. C'est l'histoire d'une fuite, mais pas d'une fuite, d'un exil politique, d'un exil plutôt hors de la politique. Donc le point de fuite, c'est d'abord celui des tableaux que peint Peter Weiss, et la guerre, la résistance ne sont pour lui que des échos lointains à cette période. Et la résistance elle-même ne figure qu'à la marge. Cependant, c'est ce processus même d'écriture, d'autofictionnalisation de son existence d'artiste, loin de la politique, qui va paradoxalement amener Peter Weiss à la politique au début des années 60, donc bien après coup. Il va sentir une mauvaise conscience, aussi une forme de syndrome du survivant, très lancinant. Plusieurs de ses amis juifs pragois ont été assassinés, lui en a réchappé, donc c'est la grande question qui le torture. Et dans les années 60, il va connaître une évolution assez spectaculaire, puisqu'il va se convertir au marxisme, mais une forme de marxisme non dogmatique, toujours critique, et en fait très personnel, inconfortable. Il ne se sentira jamais chez lui à l'Ouest, il ne sentira jamais sans réserve la RDA. Donc sa seule communauté d'appartenance, ce seront à ce moment-là les luttes, l'identification totale avec les persécutés, comme le dit Vladislav Gellard au début du spectacle. Donc c'est à ce moment que prendre position, résister devient son maître mot. À ce moment-là, ça devient un impératif moral. Et cette résistance, donc l'autre forme de résistance, ce soit la résistance à l'oubli des morts. Nous en parlerons sans doute, mais Weiss, au théâtre, a fait un très grand coup, qui est d'avoir placé les Allemands en face de ce qu'ils ne voulaient pas entendre, de ce qu'ils ne voulaient pas voir, à savoir la Shoah, en faisant représenter en 1965 sur 15 scènes en Allemagne, une pièce, l'instruction, une pièce documentaire, donc qui dure une version complète 4 heures, encore un spectacle long, mais qui a été aussi, donc, il a été fait un film qui est sur Arte récemment, un film qui reprend littéralement le texte. Donc il s'agit d'un travail de mémoire conçu comme acte de résistance à un déni de mémoire. Mais il y a aussi une autre forme de résistance à laquelle on peut associer Weiss. Alors, si vous me pardonnez le jeu de mots, c'est la résistance de l'esthétique. C'est-à-dire la résistance de l'esthétique, c'est montrer que l'art en soi est quelque chose qui résiste, même quand il n'est pas directement politisé. Le roman a été écrit pendant près de 10 ans dans les années 70 et produit une sorte de synthèse, en fait, synthèse impossible entre escapisme, esthétisme et politisation. Donc, les lecteurs qui attendaient une œuvre politique qui raconte la résistance furent étonnés de lire d'abord sur plus de 30 pages la description, l'ekphrasis de l'hôtel de Pergame, qui est une des grandes descriptions de la prose allemande, et la liste des œuvres décrites ou évoquées dans le roman donne le tournis, et dans une page Wikipédia avec toutes les œuvres du roman. Donc on a pu aussi les voir défiler en fond de scène dans le spectacle, au cours du livre 1 notamment, et ou projeter sur le rideau de scène. Et ce n'est pas là qu'une fantaisie de l'ex-peintre Peter Weiss. Le texte clame que l'art est foncièrement résistant, y compris quand il semble être un art de la domination du pouvoir. Donc cette éducation esthétique, cet axe aux œuvres, amène à rompre avec la vision dominante du monde. Et donc voilà comment se fait voir, à travers des relectures, il y a Bruegel, Goya, Piero della Francesca, Giotto. Donc voilà comment se fait la résistance de l'esthétique. Donc si je résume, Weiss a commencé par une résistance à la politique, pour ainsi dire, une forme d'escapisme, puis une résistance politique qui est en fait elle-même résistante aux assignations, aux tabous des sociétés ouest et est allemandes. Et enfin, le roman a présenté en quelque sorte la résistance de l'esthétique. Donc il a tenté de penser ensemble, esthétique et politique, ne pas penser l'un sans l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers notre troisième invitée, Catherine Lacour-Astol, spécialiste de la résistance et plus exactement des femmes dans l'histoire de la résistance, à qui je vais demander de nous parler du rôle genré qui aurait pu exister pendant l'époque de la résistance. Merci beaucoup. Donc, rôle genré, d'abord, redire que ce n'est pas surprenant que dans la résistance, les rôles assignés aux femmes et aux hommes soient éminemment genrés. Ça a un peu
prise, certains historiens initialement, qui auraient, et en particulier certaines historiennes du féminisme et des femmes, qui auraient sans doute voulu que la résistance soit un moment d'émancipation et autorisant une égalité bien plus significative entre les hommes et les femmes. Mais la résistance, c'est très clairement un phénomène de son temps. Et la France des années 30-40, c'est la France de l'apogée du familialisme. Un des monuments les plus importants construits en 1938 s'intitule « Aux mères françaises » et à ces femmes qui, en est en l'air, cultivent l'amour de la patrie, de leurs fils qui, évidemment, iront se battre. Voilà pour la France. Comme votre question porte aussi sur l'Europe, il faut aussi distinguer l'Est et l'Ouest. En Europe de l'Est, et en Union soviétique essentiellement, il est tout à fait envisageable qu'une femme puisse combattre, puisse prendre les armes, et puisse de ce point de vue-là incarner une forme d'égalité avec les camarades masculins. À l'Ouest, la première ligne de partage fondamentale entre hommes et femmes, c'est entre les combattants et celles qui servent le combat. Mais il est quasiment exclu qu'une femme puisse prendre les armes, y compris quand elle s'engage dans les forces françaises libres. Elle est d'abord là pour avoir des fonctions de secrétariat, etc., ce qui permet aux hommes, eux, d'aller combattre, y compris quand les femmes, elles le maquillent, ce ne sont pas elles, elles soignent, elles amènent les armes éventuellement, mais ce ne sont pas elles qui vont se battre. Et c'est vraiment l'exception. L'image la plus connue, sans doute, de la résistance et de la résistante, c'est Simone Ségouin, dont vous connaissez peut-être le portrait à Sartre, qui est armé d'une mitraillette Chêne. Et en fait, c'est l'image la plus contraire à ce qu'est la résistance des femmes. À partir de là, donc, si on a des rôles genrés, côté féminin, puisqu'on n'est pas, surtout dans le cadre du combat, même si, encore une fois, il y a des exceptions, hein, on ne va pas oublier Madeleine Riffaut, on ne va pas oublier celles qui ont effectivement pris les armes, on ne va pas oublier non plus toutes celles qui, aux côtés des FTP, MOI, transportent les armes et donc permettent l'action armée, comme Garde ensuite, comme Mélanie Manouchian. Mais les rôles qui sont dévolus aux femmes sont essentiellement des rôles de logistique. Il me semble que Claire avait à un moment donné évoqué les intendantes de la résistance, parce qu'effectivement, et là je rejoins la réflexion sur la résistance avec un grand R et puis le petit r, il n'y a pas de résistance avec un grand R sans le petit r. Donc il faut adresser, donc il faut faire la liaison, donc il faut être boîte aux lettres, donc il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour faire le lien entre telle et telle. Donc il faut remplacer éventuellement, quand un ami tombe, un ami sort de l'ombre, mais l'ami qui sort de l'ombre, c'est éventuellement sa femme, qui prend le relais immédiatement de sa place dans l'organisation. Donc c'est une résistance qui a été longtemps posée comme seconde, mais qui est pourtant absolument essentielle. Je reviens de la même façon sur l'aide, la résistance de sauvetage et la résistance d'aide. C'est une résistance qui est absolument fondamentale, qui pendant très longtemps a été assez peu investiguée par les historiens, quoique on en parle dès les premiers textes de 44-45, dès lors qu'on évoque la résistance. Et d'ailleurs, De Gaulle fait la différence entre le résistant et le membre de la résistance, et évoque cette question aussi de l'aide apportée à. Et on sait très bien que dans cette aide apportée à, les femmes sont bien plus présentes que les hommes. Alors c'est vrai du sauvetage des Juifs. À l'échelle globale, on est à 53% d'après Yad Vashem, pour trouver juste, qui sont des femmes. À l'échelle française, c'est un petit peu plus. À l'échelle allemande, c'est encore plus, puisque l'aide apportée aux Juifs en Allemagne, c'est à peu près 2/3 qui est le fait de femmes allemandes. Voilà. Je voudrais ajouter deux petites choses si je le peux. La première, c'est que il ne faut pas oublier, parce que on évoque souvent la résistance vue depuis 1944,
il ne faut pas oublier que les choses commencent en 40 et que dans l'état de sidération, de chaos qui est celui de la France de 40, les femmes prennent les places qui sont libres. Et dans la résistance pionnière, qui a étudié Julien Blanc en particulier, on a, dans les années 40, début 41, on a des femmes qui sont aux premières lignes, aux premiers postes essentiels à l'organisation, ce qui ne sera plus le cas après, et ce qui sera très largement évincé parfois de la mémoire collective. Et puis c'est tout. Merci beaucoup, c'était déjà très éclairant. Nous arrivons presque au terme de ce premier mouvement, et je me tourne désormais vers Arthur Edouard, donc qui est acteur dans la pièce, l'esthétique de la résistance, mais qui a joué également dans Edelweiss, qui était le pendant de l'esthétique de la résistance. Et nous avions eu envie, Anne et moi, de lui poser une question très simple, puisqu'il a joué plusieurs personnages dans les deux pièces, qui se sont suivis à très peu de mois d'intervalle et qui ont été conçus encore une fois comme étant interdépendantes l'une de l'autre. Comment il avait pensé ce passage d'une pièce à une autre, et puis de rôle à d'autres. Oui, effectivement, ces deux spectacles ont été pensés en diptyque, ils ont été travaillés en même temps, par un procédé un peu qu'on aime appeler le jeu des contraires, qui vient pas de nous, qui viendrait plutôt de Brecht, mais qui était de prendre, parce qu'on était tombé sur le livre de Weiss, sur l'histoire de la résistance allemande et l'histoire et raconter la France par l'histoire de la collaboration. Ce qu'on fait, on va dire, d'habitude, un peu généralement, par instinct, on a envie de faire le contraire, surtout quand on est français. Bien sûr, comme vous l'avez rappelé, depuis les années 70, l'image a changé face à la collaboration et l'idée de la France complètement résistante, mais il restait toujours, enfin bon, je vais vous raconter une histoire, on était en train de travailler l'esthétique de la résistance, et un matin, on prenait un petit déjeuner dans des hôtels pas très agréables où la télé est allumée, et il y avait BFM TV, bref, on s'en fout, une chaîne d'infos, et on déjeunait, petit déjeuner excitant, on travaillait l'esthétique de la résistance, et il y a des bandeaux qui passent comme ça, et un des bandeaux, il est 8h30, on est fatigué, on a travaillé jusqu'à tard la veille, et un des bandeaux était « Faut-il réhabiliter Pétain ?» Alors, on est dans une salle avec des néons, on n'est pas réveillé, on mange un petit déjeuner pas très bon, on s'est préparé nous-mêmes, on est saisi. Bon, on est saisi, on dit « Ah, on en est encore là ». Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, c'est sur certaines chaînes, c'est pas... Mais quand même. Et donc l'idée de renverser comme ça le procédé où on va raconter l'histoire, à ce moment-là, on travaille sur esthétique avec les jeunes élèves de l'école du Théâtre National de Strasbourg, parce que quand on a lu le livre, la plupart des personnages ont moins de 20 ans, et que nous, on a vieilli, on a monté notre compagnie il y a 40 ans, il n'y avait plus les acteurs pour jouer cette chose. Donc, Sylvain a eu cette idée avec Stanislas Nordet, qui était à l'époque directeur du TNS et de l'école, de monter esthétique de la résistance. Donc, esthétique a infusé et nous a inspiré toujours pour faire Edelweiss, qui était lui le rapport des artistes, des intellectuels, artistes, quand il se le disait, avec le gouvernement de Vichy, et avec le fascisme et avec le nazisme. Parce que esthétique, donc, fait, comme l'a rappelé Sylvain dans la vidéo, c'est une histoire de la peinture. La sienne, celle qu'il va faire, une histoire de la peinture face à l'acte de résistance et d'exil des Allemands à ce moment-là, à partir de 1937, et du prolétariat. La grande phrase, la phrase qui va revenir le plus souvent dans le début du roman, dans cette lutte-là, des gens qui sont communistes ou non, mais prolétaires, c'est si nous voulons nous réapproprier les moyens de production, ce qui serait le but du communisme, nous, prolétaires, ça doit passer par la réappropriation des œuvres d'art. Et donc, le père du narrateur, notamment, il y a des grands récits, je parle de lui puisque je l'ai joué, mais il y a des grands récits où le fils redemande au père de lui raconter comment ça se passait quand il était enfant, et va lui raconter des visites au musée d'histoire naturelle de Berlin, si je ne me trompe, ou de Brême, je crois que c'est à Berlin, vous voyez, ça va passer de comment ils se sont trouvés face à un squelette de dinosaure et qu'ils ont pu en discuter, ou d'une reconstitution d'une scène de Pygmée, à l'analyse de tableaux comme Menzel et Köhler, et lequel serait le plus à même de représenter notre lutte. Köhler qui est un réalisme qui représente une scène de grève, quelqu'un qui va jeter un caillou sur son... Va-t-il jeter ou non le caillou sur le patron de l'usine, et Menzel qui lui représente une forge et qui donc est du point de vue du capital, puisqu'il est dessiné comme commande
par le patron de l'usine, et donc ils vont s'interroger pendant tout un temps à savoir quelle est l'œuvre la plus à même de représenter notre combat. Bien évidemment, ils vont arriver sur le fait que l'œuvre capitaliste va plus les servir que l'œuvre qui est censée représenter la grève des ouvriers et retournement comme ça perpétuel. Et que donc, cette histoire de la peinture nous a amené notamment, je vais venir sur des choses très concrètes, il y a un moment dans le spectacle, pour ceux qui l'ont vu, de la part du narrateur, la mère, avant de partir, donc le père lui donne son passeport pour qu'il puisse aller rejoindre les brigades internationales en Espagne, et sa mère va lui dire « Non, plus important, prends Bruegel ». Et donc il va se mettre à faire une analyse de Bruegel, qui est une analyse de Peter Weiss. Donc ça c'est toujours, je ne sais plus ce qui est exactement dans Peter Weiss, c'est ce que nous-mêmes on a légèrement traficoté. Mais si ce n'est pas dans la lettre, c'est dans l'esprit de Peter Weiss. C'est-à-dire que Bruegel est un passeport plus important. Vous savez la grande phrase du dialogue d'exilé de Brecht, ce n'est pas l'homme qui fait le passeport, c'est le passeport qui fait l'homme. Là, c'est la même chose, le père lui donne le passeport, l'aspect pratique, et la mère lui dit « prends Bruegel ». Et donc, il va faire cette analyse de tableau, qui est une analyse sensible, qui est vraiment l'écriture à ce moment-là de Peter Weiss. Et nous avons fait la même analyse, écrite par le dramaturge du spectacle d'Edelweiss, Julien Vella, qui l'a écrite, et qui est l'analyse d'un tableau de Bruegel qui serait faite par Rebattet et Brasillac, bien évidemment cette analyse ils ne l'ont jamais fait, au moment où il n'y a plus de zone libre. Donc là, le Bruegel devient une scène autant chez le narrateur, ça lui donne ce qu'est Bruegel, le chaos, les cercles de l'enfer que peut représenter Bruegel sont autant de sources d'inspiration pour se sortir du désastre, autant chez Rebattet et Brasillac, c'est l'amour de la catastrophe, la France catastrophique. Et ces deux pendants, c'est Esthétique de la Résistance qui nous a donné ces idées, de faire comme ça des ponts et de pouvoir raconter. Dans Edelweiss, il n'y avait pas d'histoire de l'art, parce qu'on est tombé quand même bien bas. C'est-à-dire qu'on pensait, en s'intéressant à nos ennemis, et notamment aux écrivains tels que Brasillac, Rebattet, Drieux-La Rochelle et Louis-Ferdinand Céline, qu'on connaissait, mais moins peut-être dans ses pamphlets ou choses comme ça, on s'attendait, comment dire, de manière esthétique au moins, si ce n'est sur le plan de la pensée, mais de manière esthétique, à pouvoir s'affronter à quelque chose. Et on est quand même tombé sur la matière très friable. Rebattet, je veux dire, c'est nul. Du point de vue même du style, bon, on aurait préféré, non pas que ce soit bien, mais qu'il y ait quelque chose de quel se saisir, et on a été légèrement déçus par nos ennemis. Et donc, ça a influencé aussi la forme. Alors que, par exemple, c'est pour ça que je citais le Menzel et le Köhler, et que ces processus de retournement que faisait aussi Marx tout le temps, c'est-à-dire qu'il préférait 1000 fois Balzac à Zola. Il disait lui au moins la manière dont il dépeint les histoires de classe en se plaçant de ce côté-là, et que donc on espérait trouver dans ce combat, donc ça n'est pas arrivé. Cependant, par le biais du politique et des actions du politique toujours épaulées par il faut savoir que les décombres de Lucien Rebattet sortent le jour, c'est un hasard, on dirait, de la rafle du Veldiv. Et une des premières phrases des décombres de Lucien Rebattet, c'est, je la connais pas par cœur, c'est j'attends le moment où mon pays fera enfin par des mesures de police régner l'ordre ou quelque chose. Et ça sort le jour de la rafle du Veldiv. Donc vous voyez, on a trouvé quand même des trucs qui font que le lien entre l'artiste et le pouvoir peut donner le pire. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à cette question. Merci beaucoup à tous les gars. Et donc on va prolonger, on va continuer maintenant en passant à notre deuxième temps et en introduisant encore plus, donc en continuant sur cette question de l'art et de l'articulation entre art et genre dans la résistance. Là, je commence par me tourner vers Guillaume Rosner, notre spécialiste de Peter Weiss. Alors, Peter Weiss est associé, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Peter Weiss est associé à un genre particulier, spécifique, qui est le théâtre documentaire, qu'il a contribué à développer avec des pièces comme Marasade et Instruction que vous avez évoquées tout à l'heure. Alors, l'esthétique de la résistance, ce n'est pas une pièce de théâtre, hein, comme on l'a dit et répété,
Mais néanmoins, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, on est en train de parler d'art et d'esthétique, sur ce genre du théâtre documentaire qui a contribué à développer Peter Weiss, et puis un peu plus largement encore sur la place de Weiss dans l'histoire et le canon littéraire allemand, européen. Alors, Peter Weiss n'est pas l'inventeur du théâtre documentaire, il existait en fait bien avant lui, puisque dès la guerre de 14-18, le satiriste viennois Karl Kraus avait déjà utilisé plein de coupures de journaux, de documents, de verbatim pour mettre en scène l'horreur de la guerre. Et après le 14-18, donc, il y a eu le metteur en scène Erwin Piscator, qui a beaucoup inspiré Brecht, qui lui a fait tout un d'inventions scéniques pour mettre sur scène les documents, pour projeter les documents. Donc, tout ça est évidemment une inspiration du spectacle aussi, de la forme même du spectacle. Weiss va se placer dans cette filiation-là, puisque c'est Piscator aussi qui va mettre en scène l'instruction, 1965, donc la pièce dont j'ai déjà parlé sur les procès d'Auschwitz. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce théâtre documentaire est éminemment littéraire, c'est-à-dire que l'auteur semble se mettre en retrait, céder la parole, mais en réalité, tout est construction. Dans l'instruction, les témoins sont anonymisés, leur ton est dépersonnalisé, fondu dans une sorte de chœur. La pièce est un oratorio en 11 chants, divisé en 3. Elle repose même sur la numérologie de Dante. Et en effet, en 1964, Weiss lit Dante et il conçoit alors le projet d'écrire une divine comédie du monde contemporain. Les pièces documentaires sont en fait des fragments achevés de cette comédia qui n'a jamais pu mener à bien, mais qui l'obséda jusqu'à l'éthique de la résistance. Alors on revient au roman, puisqu'on trouve beaucoup de traces de Dante, d'allusions, voire de réécriture dans le roman. Pensez à cette phrase répétée dans le livre 2 du spectacle. Vous qui êtes devant ce tableau, l'espoir appartient à ceux que vous avez abandonnés. C'est une phrase de Weiss, entièrement de Weiss, donc, qui est très dantesque. Il y a une continuité finalement dans entre les différents genres chez Weiss, qui est l'auteur autour de cette pratique d'écriture à la fois documentaire et onirique. Et cette démarche documentaire, Weiss l'a poursuivie pour le roman. Le roman devait s'appeler originellement La Résistance, donc on est en plein dans le sujet aussi de ce soir, et se concentrer sur le milieu de résistants exilés à Stockholm. Et au cours du travail sur ce qui est devenu l'esthétique de la résistance, il a interrogé plus de 35 témoins, le plus souvent des résistants comme Lotte Bischoff, dont on parlera, dont certains ont parlé pour la première fois. Donc c'est un travail quasi historiographique qu'il a mené. L'histoire de la résistance antifasciste était à l'époque soit oubliée, soit mythifiée, en RDA essentiellement. Weiss s'est rendu dans tous les lieux de l'action du roman, y compris en Espagne franquiste. Il a pris des notes minutieuses, par exemple cet hôpital, dont on va s'y reparler, derrière le front. Il a lu et parcouru un grand nombre de sources, d'ouvrages historiques, il a compulsé des journaux, et il y a une photo où on voit Weiss à côté d'un classeur à documents de plus de 2 mètres. Voilà, donc c'est sa méthode qu'il a repris pour le roman. Et juste après le 3e volume du roman, Weiss a même publié les carnets de notes dans lesquels se trouve le matériel iconographique documentaire. Mais ce qui est très important, c'est que comme dans les pièces documentaires, cette documentation scrupuleuse ne s'oppose pas au travail littéraire, au travail de recomposition. Elle est en fait le point de départ dont a besoin l'imagination. Elle est un matériau et pas le but. Weiss écrit à la dernière page du roman, en moment de se mettre à écrire le roman qu'on vient de lire. Il y a un côté un peu Proust aussi, de résistance. Donc le narrateur dit au subjonctif, en écrivant, je leur donnerai la parole, j'écrirai ce qu'ils ne m'avaient jamais dit. Donc on se situe vraiment dans les interstices entre l'histoire et la fiction. Ce que les personnages disent dans le roman, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont dit, mais c'est ce qu'ils auraient pu dire. Et on sait par exemple que les résistants du groupe Orchestre Rouge, qui est le groupe démantelé à la fin, dans le livre 3 du roman et du spectacle, donc avaient des goûts littéraires très classiques, plutôt Goethe, Schiller, mais qui ne connaissaient pas forcément Rimbaud et les surréalistes, comme les résistants montrés par Weiss. Donc Weiss leur prête en fait ses propres références littéraires, car le projet artistico-politique du roman, c'est de faire se rencontrer après coup avant-garde artistique et avant-garde révolutionnaire qui se sont en fait manqués. On pense à Lénine et Dada qui étaient dans la même rue à Zurich au même moment. Donc, concernant maintenant le canon, donc plus qu'allemand, en fait, Weiss est un auteur européen, de fait aussi de sa non-appartenance nationale. Quelles sont les lectures qui ont compté pour lui? Peut-être brièvement, Hesse, Kafka, bien sûr, très important, Henry Miller, Tropic of Cancer, Dostoïevski, Strindberg, qui va traduire en allemand, non seulement Brecht,
mais aussi Rimbaud et les surréalistes. Et Paris était très important pour lui. Paris fait partie des lieux du roman. Donc Weiss ignore les frontières nationales littéraires autant que les frontières entre les arts, et son panthéon personnel est indissociablement littéraire, pictural, cinématographique. Weiss a aussi été cinéaste des années 50. Enfin, il faut parler du style du roman, peut-être un mot sur le livre qu'on voit sur la table, puisque sa place dans le canon, en fait, Weiss la doit avant tout à son écriture, qui conjugue extrême précision descriptive. On l'a comparé beaucoup au nouveau roman français, lorsque ses premiers textes ont paru, et surréalisme. Et le roman mêle en fait différents niveaux de parole, de perception, dans des blocs de textes compacts. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'autres signes de ponctuation que le point et la virgule. Et les phrases sont très enchevêtrées, vraiment très longues, déployant une forme de poétique de l'indirect, maintenant de la simultanéité, où se superposent divers niveaux de réalité, donc où Weiss abolit encore une fois les frontières et crée des associations inédites entre le discours, les lieux, les images et les rêves. Alors, donc il y a des phrases amples, des phrases fresques, on pourrait dire, pour filer la métaphore picturale qui est très importante pour lui. Et Weiss crée des images littéraires, donc ça fait une profusion, ça fait une masse de savoir, de perception, ce qui fait la difficulté du roman. Le roman est assez difficile, il n'est pas hermétique, mais il est très riche. Et finalement, c'est une des grandes joies de ce spectacle. Je voudrais vous remercier, Arthur Higual, puisque vous présentez aussi les artistes et les techniciens, donc d'avoir gardé autant du texte de Weiss en l'incarnant théâtralement à ce point. Je pense que Weiss aurait été très heureux du spectacle. Bien. Alors, pour continuer avec le spectacle précisément, donc, Peter Weiss est quand même, d'un point de vue générique, associé à ce théâtre plus dit documentaire, mais le spectacle fait le choix d'un mélange très affirmé des formes génériques. Alors, on a le théâtre documentaire, en particulier dans la troisième partie, mais il y a beaucoup de burlesque, il y a beaucoup de farce, il y a la parodie du réalisme socialiste, il y a le théâtre épicoréchtien, avec une grande part donnée à Mertourage. La question est toute simple, hein. Pourquoi avoir choisi pourquoi ce mélange? Est-ce que, juste une hypothèse, j'en sais rien, hein, le mélange constituerait une forme de résistance, ou en tout cas, est-ce que c'est comme ça que ça a été pensé? Alors, résistance, je ne crois pas, enfin, je suis même sûr que non, en tout cas, ça n'est jamais pensé comme ça. Mais par contre, le théâtre pour nous et sa puissance ne réside pas dans la dramaturgie, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'écriture au-delà ou en deçà du texte ne requiert pas une homogénéité des formes. Et on peut passer, et même c'est très dynamique au théâtre, après il faut que le metteur en scène, la metteuse en scène, les actrices, les acteurs soient suffisamment habiles et que le truc soit assez bien foutu pour que ça puisse se produire et avoir du sens. Mais cependant, quand on lit le livre, ça existe aussi tout ça. C'est-à-dire que l'on passe de la description de la frise de Bergame à se retrouver dans la cuisine des copies pour avoir une longue discussion sur le réalisme, le socialisme et l'art, quel art nous avons besoin dans ce moment en 1937 à Berlin, dans notre rapport avec le Parti communiste, et on passe de ça à des effectivement très longues descriptions, parfois très très longues, quand on arrive en Suède, de toute l'histoire de la social-démocratie, parce que ça, il le fait à chaque fois qu'il arrive à un endroit, il va faire le rapport entre la social-démocratie et les communistes à l'intérieur de ce pays, de la même manière que le long passage chez Brecht est une espèce de... C'est très beau, mais c'est 70 pages sur une pièce que Brecht et son équipe n'ont jamais écrit sur une histoire au Moyen-Âge en Suède, bon ça on a sauté, on a fait mer courage, et ça existe à l'intérieur de ce roman, ces différentes formes. Ça existe à partir du moment où le théâtre cherche à se l'approprier. Nous, à chaque fois, on fait des adaptations. Je ne sais pas si vous savez, mais on passe donc par un travail d'improvisation où les actrices et les acteurs font des propositions eux-mêmes, et donc ça dépend aussi selon la sensibilité des personnes qui le font, et après, c'est au metteur en scène de trouver, mais là, par exemple, le fait même qu'il y ait un voyage, c'est-à-dire que le passage de l'Allemagne en 1937 à l'Espagne avec les brigades internationales, à Paris, puis à la Suède, puis retour en Allemagne, avec sur une période qui va durer 7 ans, surtout des années, ça nous permet de changer l'esthétique, ça nous permet. De plus, c'était un travail qu'on a fait avec les élèves, et que donc Sylvain tenait à cœur que ce spectacle contienne en lui-même un espèce d'abécédaire du théâtre. Et nous, quand on construit nos spectacles, on
essaye d'être toujours en lien avec une histoire du théâtre. Sylvain le dit souvent, le pire ennemi, il pense que si Treplev s'est suicidé, c'est parce qu'il voulait faire une forme nouvelle. Il dit, si tu cherches à faire une forme nouvelle, tu en meurs. Donc il faut mieux se servir des formes anciennes et d'essayer de se les approprier. De la même manière que les gens autour du narrateur, ses maîtres, Odan, son père, lui disent il faut s'approprier les choses. C'est une manière, là aussi, où le théâtre et les différentes formes de théâtre doivent être appropriées par la troupe elle-même qui l'a fait selon les différents styles. Et donc, on va passer effectivement de théâtre épique masqué à des choses burlesques, à des grandes discussions quasiment éclairées, où le public est éclairé aussi, et où là, ça va être un théâtre discursif qui n'est pas dans l'action, à d'autres scènes beaucoup plus simples, à des choses narratives, à la description d'un tableau. Mais je ne pense pas trahir quoi que ce soit en disant que ça me semble à l'intérieur du roman, et Weiss passe par ses formes, et lui-même fait une histoire des formes. Donc, le spectacle est une histoire des formes du théâtre, de la même manière que l'esthétique est une histoire des esthétiques et des différentes formes. Et que donc, ce spectacle les traverse, et... Merci. Alors, si on élargit à toutes les formes génériques d'art, Pierre-André, vous qui avez beaucoup travaillé sur les spoliations antisémites pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les spoliations artistiques pendant la guerre et sur le rapport des nazis à l'art? Oui, alors ces spoliations artistiques, eh bien, commencent en 1933 en Allemagne, sous un angle particulier qui est celui de la dénonciation et de la destruction ou de l'envoi dans les caves des musées de l'art dégénéré, Entartete Kunst. Et l'art dégénéré n'est pas spécifiquement, ne touche pas spécifiquement les artistes juifs. C'est donc juifs et non-juifs qui ont eu la mauvaise idée de passer à l'art moderne, qui se trouvent spoliés de facto parce que leurs tableaux sont soit détruits, soit remisés dans des sous-sols de musées. Et donc, à ce stade-là, et sur cette action-là, qui va s'épanouir jusqu'en 1938, c'est une spoliation des tableaux. Et par ailleurs, commence, alors surtout en 1938, la spoliation des biens des Juifs en Allemagne. Alors là, c'est une spoliation qui touche toutes les sortes de biens et qui s'ajoute à tous les interdits que les Juifs avaient subis en Allemagne jusque-là. Et alors, phase numéro 2, l'Allemagne envahit une bonne partie de l'Europe, et notamment la France. Et là, c'est la Wehrmacht qui est chargée de la spoliation antisémite en 1940. La Wehrmacht a déjà préparé la spoliation depuis l'Allemagne. Et donc, dès le début du mois de juillet, les Allemands sont à Paris le 14 juin, l'armistice est signé le 22 juin. Donc, début juillet, il y a déjà des camions qui viennent dévaliser les villas de certains propriétaires juifs en bordure du bois de Boulogne. Donc, les adresses même étaient repérées. Et ça, c'est un service de la Wehrmacht, qui s'installe dans l'hôtel Majestic, qui est l'hôtel du 16e arrondissement où le gouvernement militaire allemand s'installe. Et ensuite, progressivement, le gouvernement de Vichy adopte à son tour des lois de spoliation antisémite. Et les deux vont se combiner. Pour ce qui concerne spécifiquement les œuvres d'art, le mouvement, l'impulsion, l'essentiel en quantité, vient de l'occupant. L'occupant donc a repéré les collectionneurs juifs, a repéré les galeries d'art possédées par des propriétaires identifiés par les nazis comme juifs, et l'arianisation, comme on disait, va très vite. Les tableaux sont réunis, pour ce qui est de Paris, ils sont réunis au musée du jeu de paume. Et c'est là qu'on voit la visite de Göring, je ne sais plus en quelle année exactement, assez tôt, ça doit être en 1941, quelque chose comme ça. Et sur la base de ce pillage, donc, dont une partie part en Allemagne, chez les dignitaires nazis, ou à Linz, dans le futur musée
créé en l'honneur de Hitler. Dans ce cadre-là, se greffe un marché de l'art extrêmement florissant. Et ce marché de l'art est activé par des marchands dont une partie sont des conservateurs de musées allemands venus à Paris, qui achètent à bas prix ces œuvres d'art, à bas prix parce qu'ils se servent des frais d'occupation payés par les Français pour l'occupation. Et une partie, ce sont des marchands d'art allemands qui servent les dignitaires nazis. Et une dernière partie, ce sont les musées français qui se servent sur ce marché-là. Et c'est donc une spoliation extrêmement active et dans laquelle les règles que le gouvernement de Vichy avait posées pour la spoliation des Juifs ne sont pas observées. C'est un cas très particulier, parce que le gouvernement de Vichy voulait maintenir une certaine rationalité dans la spoliation. Il y avait une légalité de la spoliation. Tandis qu'en Allemagne nazie, il y avait des textes, mais ils n'étaient pas observés. En Allemagne nazie, chaque petit chef local du parti nazi s'appropriait les biens. En France, c'était pas possible. Le régime de Vichy, c'est pas comme ça que ça se passait. Bien sûr, ça pouvait se passer comme ça, mais en règle générale, c'est pas ça. Sauf pour les tableaux, où là, c'était les Allemands qui dirigeaient principalement l'opération. Après, on pourrait aussi parler de l'Italie, où il y a encore une histoire différente. Mais le cas français est très clair. Environ 100 000 œuvres sont parties comme ça en Allemagne, entre 40 et 44, et on n'a pas tout retrouvé. On en a retrouvé, si je me souviens bien, autour de 60 000 qui sont revenus en France, et pour le reste, on ne les a pas tous retrouvés. Ils sont au compte. Et il y en a qui sont des œuvres qui sont revenues d'Allemagne via les Américains et Rosbalan, qui est allé en Allemagne après la guerre. Et certains de ces tableaux-là, on ne sait pas d'où ils viennent en vérité. Donc ils sont dans les musées avec une étiquette musées nationaux récupération. Ça a été récupéré en Allemagne, mais on n'a pas retrouvé tous les propriétaires. Merci beaucoup. Pour terminer notre deuxième temps, je me tourne vers Catherine Lacour-Rastol, qui avait donc énormément travaillé sur les femmes dans la résistance. Si on parle de femmes résistantes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que dans l'imaginaire collectif en France, en tout cas, si on pense à des grands artistes résistants, on a les noms de Éluard, Char, Aragon, Kessel, le chant des partisans, et les femmes là-dedans. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, alors je commence de manière un peu provocatrice à dire que dans les galeries d'art actuelles, on cherche parfois aussi des femmes. Oui, bien sûr. Non, mais, donc le processus n'est pas strictement lié à la résistance. Il est évidemment lié à l'histoire, à l'écriture de l'histoire de la résistance, qui est d'abord une écriture de l'histoire faite au masculin, donc forcément une éviction d'au moins 25 ans de noms de femmes. Ça, c'est une première raison. Puisque vous évoquez Kessel, Druon, c'est effectivement extrêmement intéressant de voir que la paternité de la composition, donc en l'occurrence Anna Marly, n'a été mise en avant que de manière relativement récente. Donc elle compose cette œuvre, et les paroles vont être faites par Kessel et Druon pour le français, parce qu'elle fait un texte en russe initialement. Ça va devenir le chant des partisans, qui va être vraiment l'hymne connu de tous. Mais je crois qu'il faut attendre la fin des années 2010 pour qu'il y ait une exposition au musée de l'Ordre de la Libération, dans lequel on met en avant deux pièces maîtresses, la guitare d'Anna Marly et le texte original qui a été composé par Kessel et Druon. Donc ça illustre bien la difficulté, la lenteur à considérer les femmes. Deuxième remarque, et du coup, de fait, je suis obligée d'empiéter un peu
sur les questions d'invisibilisation. Et s'agissant des artistes, on a une invisibilisation qui tient aussi à ce que, dans les sources, on n'a pas forcément les professions des gens, et qui plus est, entre 40 et 44, les professions artistiques sont sans doute encore moins notées et prises en compte par ceux qui renseignent souvent les archives de la répression. Donc on ne sait pas forcément. On a des artistes qui sont connus, qui ont, pour certaines d'entre elles, connu même une mémoration assez prodigieuse, si on pense à Joséphine Baker. Mais dans le cas de ces artistes-là, d'abord c'est très tardif, la commémoration au plus haut niveau est très tardive. La reconnaissance honorifique est très précoce. Mais d'une certaine manière, le statut d'artiste, et en particulier meneuse de revue, music hall, joue quasiment contre la prise en compte de cet engagement, parce que d'abord c'est associé à quelque chose d'assez fréquent, qui est le spectacle aux armées, donc c'est quelque chose qui n'est pas neuf, parce que c'est associé aussi à quelque chose d'un peu sulfureux, qui serait le rôle de la femme magnifique qui va dans la salle et qui arrive par des moyens divers et variés à avoir des renseignements. Et ça, on a évidemment très très peu de sources. Enfin, Sébastien Bertelli en particulier insiste lourdement sur le fait que pour Joséphine Baker, on a le témoignage évidemment de celui avec lequel elle a travaillé. Mais dans les archives, on n'a pas de choses très très précises sur son implication dans le contexte pénal. Donc les choses ne sont pas évidentes. Il y a une autre, moins connue, mais dans le podcast qui a été fait récemment par Philippe Collin, il évoque Renée Gazoli, le fait qu'elle ait pu faire partie des 5 résistantes dont le nom était retenu n'a pas été de soi, parce qu'elle est effectivement, d'abord elle est au Proche-Orient, elle se produit auprès des armées, elle ferait effectivement un petit peu du renseignement, elle est médaillée de la résistance, n'empêche que quand elle rentre, bon, concrètement, c'est une artiste musicale. Enfin voilà, les choses ne sont pas... et elle reçoit une fin de non-recevoir des services de Gaulle pour pouvoir continuer son action. Et puis, troisième remarque, pour finir, s'agissant des écrivaines, et c'est pour ça que je fais cette remarque un peu provocatrice aussi sur la question de la parole. La parole, elle écrit dans les lignes de partage liées aux genres chez les hommes. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas en histoire de la résistance sur cette ligne de partage, c'est qu'on a très très peu de textes qui soient signés par des femmes dans la presse clandestine et reconnus comme tels. Il y a une exception qui est très connue, qui est Geneviève de Gaulle, qui signe Gallia dans les femmes de la France et qui fait l'apologie, enfin en tout cas qui fait le portrait du travail effectué par son oncle. Mais on a aussi beaucoup d'autres femmes qui en fait écrivent et rédigent, mais ce ne sont pas leurs noms qui apparaîtront comme signature. C'est par exemple le cas d'une femme qui s'appelle Suzanne Blain-Lannoy, qui est professeure à Douai. Alors, j'y reviendrai sans doute après, qui est d'abord connue pour le martyre qui a été le sien, mais qui est, son époux est communiste aussi, il est à la tête locale, régionale du parti reconstitué. Il va y avoir une fouille chez elle et des exemplaires du journal auquel elle participe, donc en l'occurrence des Pensées françaises, et puis ensuite Vaincre vont être retrouvés. Et c'est d'abord à son mari dont on pense, que les Allemands pensent en tout cas, qu'il est l'auteur des textes, c'est pas d'abord à elle. Et quand on regarde ce qui est dit de Suzanne Blain-Lannoy, on ne met jamais en avant, on dit qu'elle aurait participé à la diffusion, on ne dit pas qu'elle est la rédactrice principale de la Pensée française en 42-43. Donc il y a un rapport à l'écrit, à la puissance du verbe, qui joue aussi pour le coup. Voilà. On pourrait aussi citer Edith Thomas,
Édith Thomas, si on regarde la plaque qui est apposée 15 rue Pierre-Nicole, donc là où elle résidait, Édith Thomas a accueilli, ce que dit la plaque, c'est ici, dans cet immeuble, Édith Thomas a accueilli le Comité national des écrivains. C'est vrai. Elle en est le membre essentiel, elle l'a réorganisé à partir de 1943. Et sans son action à elle, le Comité national des écrivains aurait été en bien grande difficulté à partir de 1943. Donc là, c'est par émission. Merci. Le rythme. Il fait pas chaud, en effet. On arrive au troisième mouvement de ce séminaire. On demandera sans doute à nos invités d'être extrêmement rigoureux sur leur temps de parole. Je ne sais pas s'il y a un spectacle ce soir après le séminaire, donc on a un peu de latitude, parce que nous voulons vraiment donner la parole au public, nous tenons beaucoup, même s'il ne s'agit que d'un quart d'heure. Donc nous abordons encore une fois le troisième temps, qui est consacré à l'invisibilisation et la réhabilitation, je dis que ça dépasse 3 syllabes, des femmes dans la résistance. Et je me tourne vers Claire Andrieux pour qu'elle nous parle de la place des femmes dans l'organisation officielle de la résistance, dans le programme de la résistance, le conseil de la résistance. Et le pendant implicite de cette question, c'est est-il possible de concevoir que déjà dans le conseil de la résistance, déjà dans le programme de la résistance, se profilerait quelque chose qui expliquerait l'évolution juridique de la place des femmes, les évolutions sociétales que l'on va connaître immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Je crois que la réponse est non. Mais la libération est une période d'ouverture pour ce qui concerne les droits des femmes. Tout le monde sait que le droit de vote a été décidé à Alger dans le cadre du Comité français de libération nationale. Mais c'est une fenêtre d'ouverture et qui s'est refermée assez vite. Alors, si on regarde le Conseil national de la résistance, qui donc existe à partir de mai 1943, c'est l'œuvre de Jean Moulin, qui n'a pas pu aller plus loin, mais il a tout de même réussi cette unification de la résistance, non seulement de la résistance intérieure, mais de la résistance avec la France libre. Donc c'était vraiment la France qui résistait, et le symbole, il y avait De Gaulle à Londres, et il y avait le CNR à Paris. Eh bien, au CNR, il n'y a pas une seule femme. Et, vous me direz, il y a juste 16 hommes. Et après, je vais parler de toutes les structures qui entourent le CNR. Et il n'a à aucun moment été envisagé de mettre une femme au CNR. Je vous dis tout de suite, attention, récemment on a dit le contraire, mais c'est une erreur qui s'explique, je pourrais répondre là-dessus. Mais pas de femme. C'est un milieu totalement masculin. Et le CNR, en fait, c'est une institution mixte qui vit en parallèle avec les représentants du général de Gaulle. On appelle l'organisation qui vient de Londres, on appelle la délégation générale, sous-entendu du Comité français de libération nationale. Et à la délégation générale, il n'y a également aucune femme dans les cadres. En revanche, on trouve des secrétaires au féminin. On trouve d'ailleurs des secrétaires au masculin. Vous connaissez Daniel Cordier, par exemple. Mais dans l'équipe de secrétariat, par exemple, qui entoure Jean Moulin, il y a quelques femmes. On ne les voit jamais apparaître dans les livres sur le CNR. Et elles ne sont pas spécialement connues. Si on les connaît, ces femmes qui ont travaillé soit pour la délégation générale, soit dans les structures du CNR, on les connaît, comme on les connaît, parce qu'elles ont écrit des livres après la guerre. Donc ça veut dire qu'elles avaient un niveau d'instruction. Et par exemple, moi, le livre que je trouve le plus frappant, c'est celui d'Annie Guéhenno, qui s'appelait Annie Rospavé, qui était née à Tréguier, une Bretonne, et qui a travaillé pour le bureau des opérations aériennes, donc côté délégation générale, qui a été arrêtée, torturée, qui s'est échappée, qui a réussi à échapper à la déportation. Et
elle a épousé Jean Guéhenno, qui est assez connu, qui est devenu un diplomate à l'époque assez important. Mais elle est passée complètement inaperçue, même de la reconnaissance d'après-guerre, parce qu'après-guerre, on ne sait pas tellement, mais il y a beaucoup de femmes qui vont rester dans l'ombre, mais qui seront reconnues avec la médaille de la résistance. Enfin, beaucoup, tout est relatif, parce que ça fait un pourcentage de l'ordre de 9%, je crois. Mais tout de même, quand même 9%. Et donc elle, Annie Guéhenno, elle n'a même pas ça. Je vous conseille son livre, ça s'appelle L'épreuve, et c'est paru en 65, mais ça a été réédité. Donc ces femmes ne sont pas du tout connues. Alors d'autres femmes, dans les structures donc mixtes, conjointes, délégation générale CNR, il y avait depuis l'origine des comités de femmes qui, en fait, s'occupaient des personnes arrêtées et des familles, comme la plupart, statistiquement, la plupart des arrêtés, des emprisonnés étaient des hommes. Bien souvent, c'était les soutiens de famille qui étaient... Et donc, il y avait un problème matériel crucial. Et ce sont des femmes qui se sont organisées pour faire ce qui s'appelait le service social de la résistance. Alors, au début, c'était chacune dans son réseau ou dans son mouvement, et ensuite, le processus d'unification de la résistance a touché aussi cette activité et a été créé en 1943 le COSOR, le comité des œuvres sociales de la résistance. Ce comité a été donc créé par des femmes, mais en février 1944, les hommes du CNR et de la délégation générale ont pensé qu'il fallait mettre un président. Un président. Alors qu'il y avait des femmes parfaitement en mesure d'être président, mais non. Mais la question n'était même pas posée, hein. C'est ça le problème. C'était dans les esprits. Et donc, c'est Jacques Bingen qui travaillait pour le délégué général qui a trouvé le révérend-père Chaillet. Donc, pour ces femmes, on a pris en plus un révérend-père. Enfin, tout ça est très très connoté aujourd'hui, ça fait sourire. Bon. Le révérend-père était une personnalité tout à fait extraordinaire. C'est lui qui a créé la revue Témoignages chrétiens, qui est l'une des premières revues clandestines à dénoncer la politique antisémite de manière absolument claire. Enfin, c'était quand même un peu inattendu. Et j'ajoute que quand le CNR s'est préoccupé de faire un programme pour l'après-guerre, ce comité d'hommes tout à fait démocrates et républicains n'a pas réussi à s'entendre sur la question du vote des femmes. C'est pour ça que le vote des femmes n'est pas un programme du CNR. Et c'est à Alger que ça a été décidé. Ça montre que les réticences à l'égard de l'égalité des hommes et femmes étaient très fortes. Et alors, je termine rapidement sur la libération. Vous connaissez tous le préambule de la Constitution qui est toujours valide, qui précise qui pose le principe de l'égalité des hommes et des femmes. Mais c'est aussi un texte qui ne va pas vraiment entrer en application. Il y a eu beaucoup de petits pas faits à la libération. L'ouverture de la profession de magistrat, l'ouverture de la haute fonction publique, l'ouverture de la profession de diplomate pour les femmes. Alors je ne reparle pas du droit de vote, bien sûr. Et une série de... La suppression de l'abattement sur salaire féminin. Aujourd'hui, il y a toujours un abattement, mais il n'est pas inscrit dans la loi. C'est une pratique. Mais à l'époque, c'était dans la loi. La libération supprime ça. Donc, il y a eu toute une série de mesures. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au bout de quelques années, ces mesures n'ont pas produit beaucoup d'effets. C'est-à-dire que les droits n'ont pas été retirés, mais les droits n'ont pas été utilisés. Et il faut bien dire que ce n'est pas seulement du fait des hommes, c'est aussi que les femmes n'étaient pas prêtes à avoir une profession rémunérée de manière très délibérée. Et aussi, dans le cadre des loisirs, les femmes ne cherchaient pas à s'émanciper par le loisir, plutôt s'émanciper par exemple en faisant de l'aviation, comme c'était le cas de certaines à la libération. Ces droits nouveaux n'ont pas été mis en valeur par les personnes mêmes qui étaient intéressées. Merci. Je m'appelle Catherine Lacour pour lui demander de nous dire quelques mots de l'histoire de la reconnaissance du rôle des femmes. En
en Europe, bien sûr, mais en particulier en France et en Allemagne, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse. Je regarde la montre pour tenter d'être rapide parce que la question qui fait se jouxter la question de la reconnaissance, spécialement de l'engagement des femmes dans la résistance à l'échelle européenne et plus particulièrement en Allemagne et en France, c'est quand même, là c'était une question qui était sympathique, mais bon, alors, première remarque, il y a une première difficulté qui est que la notion de reconnaissance est une notion absolument polysémique. Et que donc on pourrait répondre à des tas de choses différentes selon le sens qu'on va chercher à donner à ce terme. Deuxième remarque, pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait identification. À l'échelle européenne, résister ne veut pas dire la même chose partout. Claire a rappelé tout à l'heure que résister en pays occupé, c'est résister contre l'occupant. Résister en Allemagne, c'est pas résister contre l'occupant. Au contraire, c'est potentiellement être traître à sa patrie, enfin pas potentiellement, mais concrètement être traître à sa patrie, et donc c'est une position qui souffre d'une illégitimité absolument énorme en territoire et en régime dictatorial. Donc du coup, la manière dont on a conçu la résistance, elle n'a pas été faite de la même façon partout. En Allemagne, par exemple, on a eu du mal initialement à poser l'existence même d'une résistance, d'autant qu'en plus, il y avait l'antériorité de ce qu'on appelle tout Widerstand par rapport à d'autres périodes. Mais si on parle des femmes, globalement, il y a un tournant dans les années 70. 75, c'est l'année de la femme nue. 75, à la Sorbonne, on fait un colloque sur la résistance des femmes. Dans les années 70-80, on a aussi le Frauenforschung, la dynamique féministe qui impulse un certain nombre de recherches. Pour autant, je ne crois pas que les historiennes allemandes, et pourtant il y en a, les classes allemandes, etc., mais qui soient très 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 présentes dans les colloques à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que pour plein de raisons, on a donc une acception de la résistance qui est peu ouverte aux femmes, et encore plus en Allemagne, où on survalorise l'action militaire et politique, puisque l'enjeu est d'évincer le pouvoir extérieur. Donc forcément, l'attentat du 20 juillet, ça c'est évidemment de la résistance. Pour le reste, par exemple, l'aide aux Juifs, je crois que le musée qui est dédié aux résistants et résistantes allemands et allemandes qui ont aidé les Juifs, qui s'appelle, je crois, Still and les héros très silencieux. C'est très récent, c'est la fin des années 2000, alors que, de l'extérieur, on pourrait dire que c'est évidemment le premier endroit où on aurait pu faire ça. Alors si je sens que je propose très vite sur la France, on a une reconnaissance globale, immédiate, par le droit de vote, qui en même temps est très problématique, parce que comme on reconnaît tout le monde, dans le même temps, on peut s'autoriser à ne reconnaître personne. Pour dire les choses de manière assez crue, ça veut dire qu'individuellement, on ne reconnaît pas forcément beaucoup de femmes. En termes de reconnaissance honorifique, il y a une reconnaissance honorifique, et ça, c'est une spécificité, pas que française, c'est vrai en Belgique aussi, mais on a une reconnaissance honorifique qui est très précoce en France, puisque c'est l'ordre de la libération qui est créé en 1940. Et puis on a la médaille de la résistance française qui va être décernée entre 1943 et 1947. Claire a rappelé pour la médaille de la résistance française, on est à peu près à 9% de femmes, mais pour la médaille de la libération, on s'en est longtemps bossé en mettant en avant le fait que sur 1038 compagnons de la libération, il y a 6 femmes, ce qui fait donc un pourcentage de 0,6%, ce qui est quand même pas lourd. Et ce qu'il faut ajouter, et là je reprends vraiment la façon dont Claire avait écrit ça dans un article pionnier il y a un petit bout de temps et qui était très très provocateur, en disant qu'on en était à se demander si, pour le général de Gaulle, une bonne résistante ne serait pas une résistante morte, puisque sur les 6 femmes qui sont compagnons de la libération, il y a une seule d'entre elles
qui n'a pas connu la répression et qui a survécu, etc. Toutes les autres ont connu la répression, et pour 4 d'entre elles, en sont mortes. Donc la reconnaissance de la résistante, c'est la reconnaissance de la victime, c'est la reconnaissance du sacrifice, c'est pas la reconnaissance d'abord de l'action. Et ça, c'est très très important, et je finirai là-dessus, parce qu'on a un véritable renversement de paradigme, même si c'est celle qui se mot, mais enfin, on a un véritable renversement de manière récente, puisque si on considère les panthéonisations qui ont eu lieu en 2015 avec Joseph de Gaulle-Anthonioz, Carmen Sillon, puis Joséphine Baker, et je ne peux pas parler de la panthéonisation de Mélinée Mazouchian, puisqu'elle n'est pas considérée comme ayant été panthéonisée à l'identique de Missac. Et pour les 3 autres, très clairement, cette grande femme à laquelle la patrie est reconnaissante et qui rentre au Panthéon, ça n'est pas d'abord une résistante et elle n'incarne pas d'abord la mort, elle incarne la résilience, elle incarne celle qui a continué le combat. C'est voilà, l'exemple le plus évident, c'est Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Adèle Descarmonde, et c'est très clairement énoncé dans le discours qui a présidé à ces panthéonisations de la part de ces gloires. Merci beaucoup. Guillaume Reusner, quelle est la place des femmes et des questions de genre dans l'œuvre de Weiss, en règle générale? Alors, on connaît Weiss comme l'auteur de Marasade, il ne faut pas ne pas en parler. Dans Marasade, Weiss écrit « Ce monde est un monde de corps, tandis que le cœur, référé ça au marquis de Sade, tandis que le cœur entonne pas de révolution sans copulation ». Bon, c'est pas peu dire que Weiss a été un des grands auteurs sadiens de son époque, attaché à montrer l'obscène, le sexuel, le corporel. Il a mis en scène le marquis de Sade comme personnage, alors que ses œuvres circulaient encore de manière clandestine en France. Pourtant, les styles de la résistance s'éloignent de cette monstration de l'obscène sexuel. Peut-être, c'est une hypothèse que j'ai depuis un certain temps, parce que Weiss a bien vu les limites et le côté très masculin, en réalité, de la représentation sexuée qu'il a donné jusqu'alors. Dans le roman, au contraire, les femmes n'apparaissent plus seulement dans les rapports entre les sexes, mais aussi comme personnages à part entière, comme porteuses d'idées politiques, d'une pratique de résistance, d'émancipation, comme penseuses, comme autrices aussi, on va revenir sur un cas particulier. Mais voilà, donc en recomposant les années 30-40, en réalité, le roman reflète en réalité ces mouvements féministes qui émergent très fortement, comme vous l'avez rappelé, dans les années 70. Donc la place des femmes est devenue centrale dans le roman. Elles interviennent depuis les marges d'une histoire confisquée par les hommes et elles remettent en question les discours de pouvoir. Donc les femmes font contrepoint dans ce tissu polyphonique du roman. Ce sont elles qui dénoncent le plus fortement l'oppression, y compris l'oppression dans les mouvements de résistance et antifascistes, les mouvements d'émancipation. Je pense au personnage de Mark Hauer dans la partie espagnole du roman. Alors dans le spectacle, elle est fusionnée avec un ouvrier typographe anarchiste, Münzer. Dans le roman, il est indiqué que c'est une femme juive issue de la bourgeoisie. Et en fait, c'est un nom inventé pour une engagée au sein des brigades internationales, dont Weiss a retrouvé le nom, Jacqueline Ramburger. On se trouve ici donc encore un interstice entre l'histoire et la fiction, interstice que Weiss investit. Or, ce personnage de Mark Hauer, qui n'est présent que sur une trentaine de pages, laisse une impression durable dans la lecture. Elle porte un discours anarchiste, mais aussi féministe. Elle est tournée contre le patriarcat, contre sa violence qu'elle voit à l'œuvre dans le stalinisme, avec Staline comme patriarche suprême. Elle tient un discours assez complexe en réalité. Elle récuse les postures masculines de la résistance, l'héroïsme guerrier, le sacrifice de soi, la profession d'altruisme dans laquelle elle voit en fait un égoïsme très masculin. Elle va même jusqu'à affirmer que Boukharine, accusé au procès de Moscou, aurait fait comme Staline s'il avait été au pouvoir, parce qu'il fait en partie lui aussi de ce Männerwelt, ce monde d'hommes, qui est en réalité irrationnel. Et là, Mark Hauer renverse aussi la stigmatisation des femmes comme irrationnelles, émotionnelles, au nom de ce qui serait la raison véritable, pas cette raison politique qui fait que Boukharine s'auto-accuse parce qu'il pense sauver la révolution. Donc la question de l'héroïsme est en réalité centrale dans ce roman sur la résistance, et elle vient croiser celle du genre. Tout au long du roman, cette notion d'héroïsme apparaît décentrée. La place d'Héraclès sur la frise de Pergame reste vide. Le vrai héroïsme n'est plus lié à la guerre masculine seulement. Le vrai héroïsme se manifeste comme une série d'actes non spectaculaires, quotidiens,
de gestes qui tiennent en réalité du travail de reproduction au sens marxien du terme, c'est-à-dire associé aux femmes. Donc, par exemple, en Espagne, le narrateur va se retrouver non sur le front, mais dans l'hôpital. Il va travailler comme un infirmier, ce qui est déjà tort un peu lié de résistance. Et Charlotte Bischoff, le personnage qui est dans le livre 3, prend la place du narrateur. Bischoff, elle travaille comme femme de ménage dans les ambassades pour couvrir ses activités d'espionnage, donc en Suède, à Berlin, puis comme institutrice. Donc à la fin du roman comme du spectacle, c'est Lotte Bischoff qui incarne une forme d'héroïsme quotidien. Et alors, dans le livre 3, toujours, Weiss fait de Karin Boy un personnage pivot, unique dans le roman. C'est une autrice suédoise dont le roman de science-fiction Kallocain est devenu un classique du XXe siècle et va être traduit en français. Donc dans cette galerie de personnages du roman, Boyle se singularise à plusieurs titres. Elle porte une critique de la littérature masculine, notamment de Thomas Mann, mais bon, je passe là-dessus. Boyle raconte sa vie sentimentale lesbienne impossible entre deux femmes, constatant avec désarroi que les modèles inégalitaires s'immiscent malgré tout dans ces relations. C'est par ailleurs la seule dans le roman qui se déclare avoir été tentée par le nazisme lorsqu'elle s'est mêlée à la foule au Palais des Sports à Berlin. Et enfin, Boyle donc, tire toutes les conséquences de la défaite et du mouvement ouvrier, d'hypothèque stalinienne, jusqu'à perdre toute espérance. Donc, enfin, ce personnage d'auteur, il faut parler des mères. Je terminerai là-dessus, soit les mères, de la mère du Nourri-Manscopy et de la mère du narrateur, sont des personnages fictifs. Là encore, Weiss est face au silence de l'histoire sur le rôle des femmes, et de ce silence, il va tirer deux portraits. La mère de Copy, jouée par Valérie Dréville, est un peu différente dans le roman. Elle tient un discours très matérialiste qui rappelle un peu les tests sur l'histoire de Walter Benjamin, comment ce qui est cruel, fondé sur l'oppression, peut être beau, comment faire abstraction de la souffrance accumulée, donc pour la souffrance de ceux qui ont construit créé les œuvres d'art. Et elle devient une sorte de Gaïa, sans voix, sans bouche. Et l'autre incarnation de Gaïa, c'est la mère du narrateur, jouée par Naïcha Randré-Masso dans le spectacle, qui se déclare juive par solidarité. Et ça, c'est une invention du roman, un personnage qui n'existe pas dans l'histoire, puisque au cours de son périple, avec le père du narrateur, elle a vu les premières étapes de l'extermination, les juifs parqués, mis en rang, déportés, déjà tués, et elle n'est pas revenue en réalité. Elle demeure quasi muette, perturbée, envahie par la compassion, par l'identification totale avec les persécutés. Et donc, avec ce personnage inventé, en fait, ce que Weiss intègre dans son roman, c'est la question de l'échec de la résistance antifasciste à reconnaître la Shoah, à reconnaître l'indicibilité. Donc, avec la mère, le texte intègre cette place quasi vide au sein des discours des personnages, en imaginant un personnage à qui l'horreur a coupé la parole. Et cette mère est ensuite vue comme la mélancolie de Dürer. Mais plus que simple victime, cette mère, c'est aussi la mère de l'imagination, puisque Weiss écrit « Avant qu'elle ne tombe dans le mutisme, elle avait lutté de toutes ses forces pour ne pas être brisée. Pendant mon enfance, elle avait su me donner confiance en moi et m'ouvrir les voies de l'imagination grâce à laquelle on pouvait surmonter les privations. » Donc mélancolie et mémoire s'incarnent dans le personnage de mère. Une autre figure du roman étant Mnemosyne, qui est la mère de mémoire, mère des arts, qui s'appelle Mémoire. Et il me semble que cette figure de Mnemosyne résume tout le projet documentaire et poétique de Weiss. Et donc cette résistance féminine qui devient résistance en fait à la politique patriarcale est vraiment un des aspects centraux du roman. On pourrait aussi évoquer la vitalité de Rosalinde Wojnowski, fille du prix Nobel. On pourrait aussi évoquer les résistantes Libertas Schulze-Boysen. Mais voilà, je vous laisse aller lire le livre pour vous l'approprier, explorer le texte. Merci. On va terminer. J'avais une longue question, mais je vais la réduire à sa plus simple expression et la laisser à Arthur Higuain. Comment ont été pensées la place des femmes, leur rôle et les questions de genre dans le spectacle dans lequel vous jouez, dans lequel vous avez été particulièrement dans l'écriture? En fait, c'est ce qui vient d'être dit, parce que j'ai senti que peut-être dans la question, il y avait un étonnement, mais Peter Weiss ne fait pas une histoire de la résistance exhaustive ou quoi, il fait une histoire pour les vaincus, pour les piétiner, pour les oublier. Et bien évidemment, à l'intérieur de ça, les femmes ont une place importante en tant qu'oubliées et piétinées, et donc il était normal, enfin c'était même dans son travail, c'est même le cœur même de son travail, donc elles étaient là, elles viennent d'être toutes évoquées par vous, et alors... On pourrait effectivement en prendre plusieurs. Le personnage qui effectivement va devenir le narrateur lui-même, et c'est comme ça qu'on l'a traduit dans le spectacle, c'est elle qui devient et qui va prendre la voix off et tout ça, qui est Charlotte Bischoff, qui dit une chose, et
vais vous raconter une chose de répétition pour vous rendre compte, mais à un moment, elle dit, juste avant de partir à Berlin, elle dit, après s'être quand même battue face au cadre du Parti communiste qui l'ont rebellé, elle se dit, on va m'amener comme un gilet pare-balles pour faire ces missions qu'en fait personne ne veut faire, qui est très mal organisée. Il s'agit de retourner à Berlin pour rentrer en contact avec l'Orchestre Rouge, qui est un réseau de résistance déjà surveillé, et donc elle va pouvoir voir si les cadres du parti vont pouvoir rentrer. Et elle va dire, cette mission m'honore, on oubliera mon nom. Et un jour, l'actrice avait rajouté, cette mission m'honore, mais on oubliera mon nom. Et Sylvain dit, ils ont une discussion, on a eu une discussion ensemble, il dit, je ne pense pas qu'il faille rajouter le mais. Et contenu dans la mission, et contenu dans cette chose, le fait qu'on oubliera le nom. On ne fait pas ça pour marquer l'histoire d'un nom. Quand on est dans un réseau si clandestin, qu'on est exilé, qu'on vit en Allemagne, le principe là, et Bischoff va porter en elle jusqu'à la fin à dire « je suis insignifiante ». Ce « je suis insignifiant » porte en lui-même le fait qu'on ne fait pas ça pour marquer l'histoire de son nom. Et en même temps, il porte la question énorme de Weiss. Weiss dira plus tard, quand il a appris qu'il était juif, il a dit « j'ai été destiné à Auschwitz, c'est une chose très étrange d'échapper à son destin ». Comme une culpabilité, quand même. Ça veut dire qu'on ne peut pas la nier. Je pense que ce livre part d'une scène primitive de la culpabilité. Et la culpabilité de la survivante Bischoff, qui existera, ce « je suis insignifiante », c'est « ils sont quasiment tous morts », on voit la scène des exécutions à la fin, elle a survécu. On ne sait même pas vraiment pourquoi, par chance, juste par chance. Et donc, cette culpabilité qui lui fera dire cette lettre, je vous conseille de lire, ne vous souvenez pas tout le roman, qui est sublime, qui est le texte de Bischoff, qui est rapporté par Weiss, justement, sur ça. Et le fait qu'il faut savoir que sur tous ces gens-là, très peu sont inconnus. Ilse Stebe aura une pièce à son effigie en Allemagne de l'Est après la guerre, mais c'est bien la seule. Et donc, évidemment, que le projet de Weiss était de remettre en lumière ces femmes qui déjà luttaient contre l'oppression, qui déjà luttaient sur un parti communiste qui lui-même était, dont tous les cadres, les organisateurs et les principaux membres étaient masculins, et donc c'était vraiment pas facile. Donc c'est ce que je veux dire. Après, bon, il y a Karine Boy et il y a l'invention, le passage, pour ceux qui ont vu le spectacle, par l'actrice, puisque comme je vous l'ai dit, nous travaillons par improvisation, par l'actrice de faire un cri d'amour, je dirais, c'est comme ça qu'elle le dit, elle, à d'autres poétesses et autrices qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec Weiss, puisqu'elles sont... Enfin, il n'y a rien à voir avec Karine Boy, puisqu'il y en a qui sont mortes bien après. Donc, comme une éloge funèbre à ces poétesses mortes suicidées. Et parce que Karine Boy, comme vous l'avez dit, mais il faut raconter, la scène primitive de Karine Boy, c'est qu'elle est en 1933 au Sport Palace à Berlin, et que quand elle voit tout le monde tendre le bras face au croix gammées et tout, elle a un élan, et elle veut le faire. Et de ce traumatisme, encore de cette culpabilité, elle va écrire un roman, Calocaïne, que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas trop parler, qui est un roman nommé comme féministe et dystopique, qui est un roman de science-fiction, mais je ne vais pas vous en parler. Elle va écrire ce roman, elle va écrire d'autres textes, et elle va se suicider parce que ne va jamais se départir de cet élan de culpabilité qu'elle a eu avec la masse et ce que la masse peut produire. Et donc l'actrice Charlotte Issali a voulu faire comme elle dit, voilà, un cri d'amour à ces autres autrices qu'elle a mis dans comme Sylvia Plath, comme Sarah Kane, comme Virginia Woolf, et qu'elle a voulu les mêler. Donc ça, c'est aussi ce qu'on fait nous dans le travail, où là, c'est l'apport directement, la matière est directement apportée par ceux qui l'interprètent. Mais ça ne paraît pas un pas de côté par rapport à l'œuvre de Weiss que de faire ça, ou bien le contraire. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Bon, on va déborder un petit peu, hein, et on va donner au public la possibilité de poser des questions à nos invités si vous le souhaitez. Oui, pardon. J'aimerais savoir si merci. Donc, je vais acheter le livre, j'avais qui sont en application. Je veux absolument lire le livre. Et donc, j'aurais voulu savoir si dans la littérature
française, dans l'histoire de l'art au sens large française, on pouvait trouver un auteur ou un artiste avec lequel vous pourrez comparer Peter Weiss dans sa façon de voir et d'utiliser justement en tant que document l'histoire, la réalité, la fiction. Et ce que vous aviez dit, cette façon d'écrire l'histoire pour évacuer les victimes. Parce que je ne la renvoie pas. J'ai pas une culture très large, justement, je voulais savoir si en France ou ailleurs, il y avait une figure équivalente. Qui va répondre? Et bien sûr, c'est une très bonne question, difficile là comme ça. Quand on voit qu'en France, on a retourné Céline. Bon. Oui, c'est la française dans la salle, c'est française comparée. Il y avait une intervention au fond. Ouais, mais est-ce que ça ne renvoie pas au fait que, enfin, moi quand j'ai lu l'esthétique de la résistance, je pense que c'est dans les années 2000. C'était l'édition chez Klingsek, les 3 volumes bleus. Bon, donc une édition, les Klingsek, à mon avis, c'est beaucoup des éditions de livres d'art, enfin de traduction et livres d'art. Donc c'était pas la littérature, c'était pas la NRF, etc. À l'époque, moi je suis artiste, à l'époque je me disais, j'interrogeais mes interlocuteurs, historiens de l'art et intellectuels, et je leur disais, tiens c'est bizarre, pourquoi c'est si peu, pourquoi vous m'en avez jamais parlé? J'ai découvert ce roman comme une épiphanie ou comme un truc formidable. Je suis très germanophone et très germanophile, ou très germano, je sais pas quoi. Et on m'en avait jamais parlé. Et donc, cette absence de ce livre dans une... Est-ce que Aragon l'aurait fait? Est-ce que... Je ne sais pas qui aurait pu le faire. Hein. Aragon est trop vieux, mais qui aurait pu le faire? Ça, pour moi, ce livre, il se relie à la Truman littérature. Enfin, il est plus ou moins contemporain de ce moment-là, très différent aussi, incomparable avec tout ce qu'ont fait les Allemands de l'intérieur ou les... Alors, oui, et ce livre est peu connu et il n'y a pas d'équivalent en France, à mon avis. Et c'est une interrogation pour moi, et c'était une question que je voulais poser. Est-ce que vous pensez que c'est peu connu? Pourquoi? Moi, je crois que la France a un vieux fond de germano... je sais pas quoi, phobie. Que les intellectuels de gauche français n'aiment pas ressortir Peter Weiss, je crois. Hein, c'est-à-dire que le monde de l'art français... et plutôt les intellectuels de l'art français, enfin les critiques d'art et autres sont plutôt de gauche, et ces gens-là ne m'avaient jamais parlé de l'esthétique de la résistance. Voilà, hein, dans les écoles d'art. J'ai fait une présentation de ce livre plusieurs fois aux étudiants dans une école d'art, avec des tableaux à côté, etc. C'est différent. Ça va être connu grâce au spectacle. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Alors, concernant peut-être une certaine marginalisation de Peter Weiss, c'est beaucoup lié à sa position extérieure à la littérature allemande en Suède, et aussi à une forme de décalage historique, c'est-à-dire qu'au moment des années 70, on revient à la littérature subjective, enfin, on quitte la littérature engagée, enfin, la plupart des auteurs reviennent à une forme de psychologie. Or, c'est pas du tout le cas du roman. Weiss, plutôt l'inverse, en fait, il parle de sa psychologie à lui, dans son autofiction dans les années 60, Adieu aux parents et point de fuite, et ensuite va vers une littérature plus chorale, plus polyphonique, plus historique aussi, et esthétique, on va le rappeler. Donc c'est un livre à contre-courant. Weiss est assez déconnecté du monde littéraire allemand, et le livre a pas été mal reçu par la critique, parce que ça excède aussi les formats de la critique journalistique. Enfin, évidemment, comme vous avez ça sur votre table, vous avez une semaine pour écrire un article, voilà. Et parce que aussi, ce qui était très reproché à Weiss en Allemagne de l'Ouest, c'est la pris position pour le marxisme. Donc, et puis, il y a eu enfin les années 89-90, qui ont contribué à éloigner un peu la perspective du roman, qui reste d'inspiration communiste, même si c'est un communiste très critique, très réflexif. C'est pas du tout dogmatique. Au contraire, à chaque point de vue, il y a un contre-point de vue, puis on renverse, comme vous l'avez dit. Enfin, c'est une réflexion qui est toujours en mouvement, c'est pas du tout dogmatique. Donc, et puis la difficulté du livre, c'est vrai que il n'est pas hermétique.
mais c'est très dense. Il y a beaucoup de savoir mobilisé, une culture qui se perd aussi aujourd'hui. Ce que j'allais dire, ça reste un livre très difficile. Dans la préface, la dernière édition, donc celle après, celle que vous avez lue, ils disent, ça m'a tellement rassuré, en préface, ils disent qu'il y a des groupes qui se retrouvent dans le monde entier pour lire ce livre, enfin j'imagine surtout le Nord. Et depuis, j'ai regardé effectivement dans des librairies où ils font soirées et trucs. Et je trouve que c'est un livre qu'il faut lire accompagné. Moi, quand Sylvain m'a dit j'aimerais faire ça, j'ai lu 10 pages, j'ai dit je vais mourir. Et il m'a dit on va se retrouver, on s'est retrouvés, ici d'ailleurs, pendant le Covid. Et on se retrouvait dans cette salle et dans une autre qui est plus haut, et on lisait ensemble pour pouvoir échanger. Et c'est une bonne manière de le lire, je trouve, en groupe. Et voilà, c'est dit dans la préface que des gens le font. Et effectivement, on trouve sur Internet, à Brive, ils lisent de 50 pages un jour, et c'est trop bien. Donc ça trop bien de lire des livres en groupe, en plus, c'est joyeux, quoi. Moi, je lisais avec des enfants. Le livre est fait pour ça, en plus. Voilà, discussion, pour échanger. Voilà. Pour, dans la forme du livre, bah oui. On dit que c'est la réception idéale. Oui. Oui, je voulais simplement dire que j'ai fait une thèse sur Peter Weiss il y a longtemps. Et mais là, c'était. Quand j'en parlais, personne ne le connaissait. En France, personne ne le connaissait. Et c'est pour ça. Bon, j'ai l'impression qu'il est complètement. Alors, le Marassa avait été représenté en France, l'inscription aussi. Mais bon, après, il est vraiment retombé dans le vide, j'ai l'impression. Et c'est pourquoi j'étais très heureuse de voir que, brusquement un jour, une troupe de gars qui montait l'esthétique de la résistance. Bon, et j'ai voulu voir, j'avais un peu peur que le résultat soit. Et j'ai trouvé que c'était vraiment. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est très fidèle au texte, même avec les petits changements, mais aucune importance. Et pour ce qui concerne la main de l'Est, alors là, à l'époque où il y avait la RDA, au début, il y a eu, ça marchait bien. Les Gabrais a été très bien accueilli parce qu'il était communiste, marxiste, etc. Mais un jour, il a écrit une pièce sur Trotsky, et là, tout a été fini avec la RDA, et la première édition, l'édition de Schlag de l'esthétique de la résistance, qui est parue à Francfort, en Allemagne de l'Ouest, à l'époque, il n'était pas question que ça paraisse, ce n'est jamais paru en RDA. Et il était communiste, mais il était membre du Parti communiste suédois, qui était lui-même un parti euro-communiste, et le Parti communiste suédois s'est fait un plaisir de publier une traduction suédoise de l'esthétique de la résistance très, très rapidement, qui est une façon de montrer aussi à la main de lettres. Merci pour cet éclairage. Ici aussi. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de question. Hein. Je ne voulais pas. Parce que vous n'êtes non, je ne sais pas, désolé. Non. Je suis désolé, c'est une question un peu marginale et personnelle, mais elle va me permettre quand même d'introduire justement une autrice qui aujourd'hui est très publique, que j'ai découverte parfaitement par hasard professionnellement. C'est Anna Longfuss, qui donc est une écrivaine d'origine polonaise, qui a été pris Goncourt en 1962, qui a écrit du théâtre et des romans. Et justement, c'est dans son premier roman autobiographique autofictionnel, Le seul de souffre, elle raconte justement l'itinéraire d'une juive de Lublin qui a échappé à la Shoah mais qui a été arrêtée comme résistante polonaise. Et quand elle fonctionne, si j'ose dire, quand elle travaille dans la résistance polonaise, elle voit que la résistance non juive, en fait, est tout aussi antisémite, puisqu'il tue carrément. Et je reviens à votre présentation donc, du début sur la grande résistance, la résistance avec un R majuscule, la résistance avec un R minuscule, qui semblait dire au fond que tout était parfaitement uni, et je me demandais si en France comme en Pologne, il y avait quand même chez les résistants de la grande résistance, ou les résistants, disons, patriotes, il y avait quand même quelque chose comme un antisémitisme général, puisque si on songe aux purges,
Enfin, ce qui s'est passé après la guerre, c'est il y a les grandes purges, c'était pour des trahisons, c'était pour les gens qui avaient collaboré avec les Allemands, et il a fallu attendre très récemment, au fond, pour qu'on reconnaisse d'autres, l'antisémitisme, la collaboration à la déportation. Est-ce que, donc, vous voyez, c'est un peu en décalage avec le genre, c'est une question qui me tient un peu à cœur. Oui, c'est un petit peu à côté de la question du genre, mais je pense que c'est une bonne question. Alors, il n'y a pas d'instrument de mesure, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer l'antisémitisme de l'un ou de l'autre, mais alors tendanciellement, donc les résistants étaient moins antisémites que le reste de la population, c'est évident. Enfin, mais comment le mesurer? Parce qu'en plus, les gens évoluent. Si vous prenez les gens d'extrême droite, il y a des résistants de 40 qui viennent de l'extrême droite. Il y a même des cagoulards dans la résistance de 40. Ils démarrent dans la résistance, ils sont aussi antisémites le lendemain qu'ils l'étaient la veille. Après, arrivent les rafles. C'est les rafles qui ont retourné l'opinion. Et là, ça devient autre chose. Et donc, il termine la guerre. Alors, un journal, alors ce n'est pas de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, à la Libération, elle se tait, elle n'existe plus. Mais un journal comme l'Aurore, qui existe à la Libération, c'est un journal qui, en fait, émane enfin, à cette date-là, il émane d'un mouvement de résistants qui s'appelait CDLL, ceux de la Libération, qui ont produit des textes en 40, donc on voit qu'ils sont antisémites, au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que la discrimination, on est en 40, il n'y a pas encore de rap, ça ne les choque pas, ça ne fait pas plus mal, ça fait partie de leur agenda xénophobe. Et en 44-45, c'est l'un des journaux qui sont les plus actifs dans la revendication des restitutions pour les juifs spoliés. Donc on voit que la résistance a joué un rôle de conversion. Mais par ailleurs, le Conseil national de la résistance a été sollicité au moins 2 fois sous l'occupation par des représentants de la résistance juive pour créer, soit pour inclure un mouvement juif de résistance dans les mouvements reconnus par le CNR, oui, dans le mouvement directement reconnu par le CNR, soit pour conclure une espèce d'accord avec le CRIF, qui s'est créé lui-même à une date qui est difficile à déterminer, mais au tout début 44. Le CRIF, c'était le comité représentatif des Israélites de France à l'époque. Et on voit que le CNR ne donne pas suite. Alors, après la libération, chaque fois qu'il y a une commémoration juive, un représentant du CNR est là. C'est compliqué à analyser. On peut dire c'est de l'antisémitisme. On peut dire aussi il y a un petit problème en France avec la religion, comme vous savez. Un républicain ne connaît, pour ce qui est de l'étiquette juive, un républicain ne peut connaître que la religion. Sinon, on passe dans la race. À l'époque, c'était comme ça. Donc, c'est difficile pour un mouvement laïque, démocratique de l'époque, de reconnaître un mouvement précisément religieux. Si on fait un parallèle, le témoignage chrétien n'était pas non plus partie prenante du CNR. Donc, c'est difficile à interpréter, on n'a pas assez de documents pour être clair sur ce sujet. Mais c'est une question, et il y a des traces d'antisémitisme dans la résistance. Le fait, alors on souligne beaucoup que les documents clandestins de la résistance, on peut évoquer la persécution antisémite. C'est absolument vrai. Et donc ça peut servir pour argumenter dans le sens d'un antisémitisme résistant. En même temps, on peut dire c'est de la diplomatie, c'est de la propagande pour amener à soi des gens qui seraient peut-être réticents pour de mauvaises raisons. Voilà. Personnellement, je ne peux pas trancher dans ce débat.
Bien, je crois que nous allons peut-être mettre un terme, nous avons largement débordé. Remercier à nouveau nos juste terminer en vous annonçant que notre prochaine table ronde concernera l'hôtel du libre-échange, mis en scène par Stanislas Nordel, le 21 mai prochain.